Le Point, qui est cette tribune consacrée aux journalistes et aux analystes politiques pour passer au peigne fin les sujets ayant marqué cette semaine. Et comme d'habitude, nous recevons des confrères qui ne sont tout autres que Ildefonse Akpake, directeur de publication du journal La Gazette. Ildefonse, bonsoir. Bonsoir Daniel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Également sur ce plateau, Ibrahim Atia, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Daniel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, chers invités, nous allons ouvrir les échanges ou le débat avec ce sujet. Le gouvernement a classe Célom 1 est enfin connu après plusieurs mois d'attente. Un gouvernement qui suscite, mesdames et messieurs, déjà beaucoup de réactions de part et d'autre, des réactions un peu mitigées. Déjà, Ildefonse, que diriez-vous déjà d'entrée de jeu de la composition de la toute nouvelle équipe gouvernementale? Oui, mais nous avons attendu 2 mois et ce qui est sorti, c'est ce que vous avez vu la dernière fois. Pour paraphraser un citoyen togolais, il dit tout ça pour ça. Alors, nous avons vu d'abord les gymnastiques du secrétaire général à la présidence qui était là à 13h avec une liste qui est revenue vers 20h30 avec une autre liste. Et bizarrement, à 22h, il y a eu encore une autre liste. Juste pour dire qu'il y a eu trop de gymnastique, de rafistolage, et puis tout ce que cela a comporté comme incongruité qu'on a servi au peuple. On a vu que ce qui a été fait n'a pas respecté la parole du chef de l'État. Je veux parler du genre parité, où le chef de l'État a dit qu'il va se battre pour que le genre féminin ait une place de choix dans les instances de l'État togolais. Mais on a été offusqué de remarquer que seulement 4 femmes sur 24 sur 24 ministres sont dans le nouveau gouvernement. Oui, mais est-ce que ça va empêcher le gouvernement de fonctionner correctement? Non, je crois que ce qui est de taille à souligner, c'est que il faut que les paroles qui sont données soient accompagnées d'actes. C'est ça. Okay. C'est par un décret présidentiel que cette histoire de parité a été mise sur la table. Et si nous rappelons aujourd'hui que dans la dynamique de rupture, parce qu'on nous a dit avec ce nouveau gouvernement qu'on veut faire la rupture avec tout ce qui se faisait par le passé, et que dans cette rupture-là, on se rend compte que la parole donnée a été encore mise en cause, mais qu'est-ce que ça donnera à l'avenir? Et Ibrahim? Oui, je dirais que les Togolais ont attendu, nous avons attendu beaucoup longtemps, et effectivement, le dimanche passé, nous avons eu la composition du gouvernement. Et tout bon citoyen, nous avons accueilli favorablement ce gouvernement qui a été formé par M. Kwame Glasso. Et effectivement, il y a eu des surprises au sein de ce gouvernement, et notamment le poste de ministre des droits de l'homme qui n'existe plus. Mais au même moment, il y a eu l'apparition de nouveaux concepts, notamment au niveau du ministère de l'urbanisme et de l'habitat. On a adjoint maintenant un portefeuille qui va s'occuper du cadre de vie. Au niveau du ministère de la Santé, il y a aussi la protection sociale qui a fait son apparition. C'est dire que ces deux thématiques que je venais ces deux prérogatives que je venais de citer sont de nature à assurer un mieux-être aux Togolais et aussi à prendre à bras le corps le problème de la pauvreté qui sévit, quoi qu'on le dise, dans notre cher pays. Mais si nous revenons un peu à ce que mon confrère Ildefonse qualifie de gymnastique, parce qu'il y a eu plusieurs listes, il y a eu des versions revues et corrigées,
Et je dirais que ce qui nous réjouit, au-delà de toute polémique que cela peut susciter, c'est la volonté d'aller vers la perfection. Vous savez que quand on fait une œuvre et que l'œuvre est incomplète, ou bien on juge cette œuvre pas très commode, il y a quand même des retouches qui sont faites. Et nous saluons ce courage quand même de retoucher la formation de cette équipe gouvernementale et de recorriger là où il y a lieu de recorriger pour servir une version finale beaucoup plus plausible au peuple togolais. Donc il faut voir en cela un exploit parce qu'on veut aller vers la perfection. Voilà, il faut également dire que ce gouvernement a été qualifié, a été scindé en 3 ou 4 parties. On parle d'inamovibles, on parle de nouveaux rentrants, on parle du retour aux affaires de certaines personnes et de nouvelles figures. Enfin, je voulais qu'on s'attarde un tout petit peu même sur cette composition avec des inamovibles. On parle par exemple de la ministre Dougbé, on parle du ministre Yak, on parle de bien d'autres ministres là. Donc, quel est le commentaire que vous faites par exemple je crois, avant que je ne m'attelle à répondre à cette question, relever 2 petites choses là, sur le propos d'Ibrahim. Le confrère Ibrahim a dit. D'abord sur l'absence du portefeuille des droits de l'homme. Voilà. On sait très bien que le HCDH aussi a plié bagage et a quitté le Togo. On doit être un tout petit peu surpris de ce que les recommandations de la CVJR telles qu'elles ont été exprimées et remises au chef de l'État depuis le 3 avril 2013, je crois. Voilà. Ces recommandations n'ont pas été prises en compte. Et si tel doit être le cas, à cela, il faut ajouter également ces affaires dites politiques qui ont fait que des gens ont été embastillés et gardés aujourd'hui dans les prisons. Je veux parler de l'affaire Pascal Bodjouna, je veux parler de l'affaire Kwacha, et puis, chose curieuse, le refus de la justice togolaise d'instruire les dossiers des victimes de 2005. Je crois que c'est des choses qui doivent normalement faire frémir tout Togolais qui a l'idée de se voir jouir de ses droits. Mais si tel n'est pas le cas, nous avons entendu, personnellement j'ai entendu le président du groupe parlementaire UNIR, M. Tchao, dire à l'Assemblée la dernière fois que ailleurs, il n'y a pas de ministère des droits de l'homme. Il a cité la France, mais je voudrais lui faire savoir que dans la même France, il y a la limitation du mandat présidentiel. Mais ce n'est pas le cas au Togo. Et donc, mais ce n'est pas un cas de droit de l'homme, la limitation des mandats. Non, je fais allusion à la France. Voilà. Et si tel doit être le cas, je crois que ce dossier... Mais en France, les droits de l'homme sont respectés. Hein. Oui, à la lettre. Hein. Ouais, la lettre. Ce n'est pas comme... C'est le premier pays des droits de l'homme. Hein, justement. Et donc, il y a ce cas de droits de l'homme que je touche. Espérons que à l'avenir, des décrets seront pris pour instaurer un truc, parce que il faut qu'au Togo, les gens respectent au moins le droit des citoyens togolais. Ouais. Deuxièmement, par rapport à ce que le confrère a appelé tendre vers la perfection. Tendre vers la perfection, n'oubliez pas que l'État est une puissance. Et n'oublions surtout pas qu'on a mis 2 mois pour présenter une équipe gouvernementale où on se met encore à faire des gymnastiques éhontées. C'est ce que je dis. Vous avez à gérer un État. Et quand vous êtes à la tête de l'État, il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Pendant 2 mois, on n'a pas pu ajuster. On n'a pas pu rafistoler. Et on est là à 13h. On nous sert un plat. À 20h, un autre plat. À 22h, un autre plat. Et vous dites, sincèrement, qu'il faut tendre vers la perfection. Je vous l'accorde, mais je crois qu'il ne faut pas s'amuser avec l'État. Voilà. Maintenant, sur les ministres... On va revenir, on va permettre d'abord à Ibrahim de réagir rapidement par rapport à cela. Dire que lorsque nous parlons de la perfection, vous avez dit en une journée,
Les gens on a entendu plus de 2 mois. On n'a pas eu ce gouvernement, mais en une journée, on a donné la confession de ce gouvernement et ça peut être même 4 fois. L'essentiel, c'est d'aller vers la perfection, c'est de faire quelque chose de bien, c'est de faire quelque chose de bien et servir ça aux Togolais. Et tout ce que, lorsque nous parlons de la perfection, mais si vous prenez l'équipe gouvernementale, c'est qu'il n'y a pas eu quand même de déplacement de personnes, les mêmes personnes sont restées à leur poste. Sauf qu'on a ajouté seulement certains portefeuilles, voilà, juste pour l'harmonie encore des portefeuilles existants au sein du gouvernement. Donc ces acrobaties ne sont pas de nature à remettre en cause le travail sérieux qui a été fait en amont. Et quand on parle des droits de l'homme, effectivement, nous-mêmes, nous sommes les défenseurs des droits de l'homme. Nous avons été surpris quand même qu'il n'y a pas un portefeuille de droits de l'homme. Mais au même moment, nous apprenons, selon certaines autorités, que le HCRUN va jouer le rôle fondamental que en tout cas le ministère des droits de l'homme devait jouer. Donc on fait foi à cette institution qui venait d'être créée et chapeautée par Mme Awa Nana, puisqu'elle va s'occuper de l'unité nationale et parler aussi de la réparation. La réparation, c'est dire que tout ce qui a été convenu dans le cadre de la CVJR, je pense que cette commission va prendre en compte les préoccupations qui s'y trouvent. Il y a déjà le livre blanc, et il y a encore, disons que les chantiers sont déjà en train d'être ouverts, et avec la mise en place de ce haut conseil chargé de l'unité nationale, je pense que les choses iront et il n'y aura pas trop de problèmes. Mais ce qu'il faut dire, grosso modo, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui un gouvernement et qui va s'atteler à la noble mission de mettre les Togolais à l'aise et assurer le bien-être des citoyens. Voilà. Ildefonse, je vais revenir à ma question tantôt posée. Quel est le commentaire, quelle lecture faites-vous du fait qu'on ait reconduit certains ministres à leur poste? Ils ont bien travaillé. Je crois que cette question, s'il faut la répondre, il faut être dans le secret des dieux, parce que moi, je n'étais pas avec le chef de l'État et son premier ministre. Un commentaire pour savoir ce qui a fait que ceux qui étaient de l'ancienne équipe sont revenus. Mais ce que je peux relever en tant que journaliste, en écoutant le premier ministre, c'est que il a dit, il a une équipe qui va batailler. Et son point de vue était axé sur quatre points. Maintenant, ce qui me fait froid dans le dos, c'est que le Premier ministre, avec cette équipe, au sein de laquelle on a retrouvé des gens qui ont été virés il y a des années pour faute grave, qui sont revenus. Vous avez été virés parce que vous n'avez pas bien fait. Mais quelques années plus tard, on vous nomme encore ministre. Ça pose un problème. Surtout quand on nous dit qu'on veut lutter contre la corruption et qu'on fait revenir dans l'équipe gouvernementale des corrompus. Des gens qui, à un moment donné, à qui on avait accordé une certaine place, qui n'ont pas bien géré, qui sont revenus. Pendant tout ce temps-là, on nous dit qu'on veut faire la rupture. Il y a ça. Mais ce que je n'ai pas aussi compris, c'est que le chef du gouvernement n'a pas eu, à part ces 4 axes-là, n'a pas eu le courage de nous parler de la dépolitisation de l'administration togolaise. Parce que quand vous faites vos investigations, vous devez vous rendre compte que l'administration togolaise est totalement politisée. J'en ai pour preuve le rapport 2013 sur les droits de l'homme au Togo, qui montre que quand tu n'es pas membre du parti au pouvoir, je veux dire UNIR, tu n'as pas accès à l'emploi. Et ça, le rapport l'a indiqué et le précise si bien en disant que le parti UNIR a dominé la politique et maintenu un ferme contrôle à tous les niveaux de gouvernement. Aux membres d'UNIR sont accordés des avantages comme un meilleur accès aux emplois publics. Mais il faut avoir le courage de dire que l'administration togolaise est dépolitisée, est politisée, et que le chef du gouvernement, d'ailleurs, il est chef du gouvernement, mais il n'est pas le chef du programme qu'il veut. Voilà.
Ibrahim, certains ministres, on ne va pas citer quand même le nom, pour respect à l'endroit, mais ils avaient été mis en cause dans des scandales de corruption, des détournements de fonds, de mauvaise gestion même également des affaires. Mais comment expliquer que on puisse reconduire ces personnes-là? En tant que journaliste, quel est votre regard de la situation? Non, mais ce que nous allons dire tout simplement, c'est qu'il y a certaines personnes qui se sont rendues coupables peut-être de mauvaise gestion dans l'exercice de leurs fonctions à un poste donné. Si on reconduisait ces hommes au même poste, c'est là où on aurait à dire. Mais ici, il s'agit des gens qui sont revenus au niveau d'un autre portefeuille. Et le décret qui les démettait de leurs fonctions avait dit photographe. Et ça s'est arrêté là. C'est nous, journalistes, qui avions trouvé que c'était pour des cas de corruption, des cas de vol. Le journaliste fait les enquêtes. Il fait les enquêtes. Oui, nous faisons les enquêtes, mais on peut aussi se tromper. Vous savez que dans ce pays, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, mais au finish, on se rend compte que ce n'était que du pipeau. Donc, ça veut dire que ces gens qu'on a ramenés, peut-être, c'est pour qu'ils reviennent et faire valoir leur talent de gestionnaire. Puisque c'est pas parce qu'ils ont raté à un poste donné qu'à un nouveau poste, ils vont rater. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Ceux qui ont fait le choix de les ramener au gouvernement ont mûri la réflexion. Et de deux, quand on vous débarque d'un ministère aussi, je pense que durant le temps que vous êtes resté à la maison, vous allez vous repentir. Donc peut-être il y a eu repentance, les gens se sont corrigés et les gens se disent que maintenant, si je reviens aux affaires, je vais gérer la chose qu'on me confie dans une orthodoxie qui reflète un peu tout ce que nous avons comme déontologie et surtout bonne gestion des affaires publiques. Donc jusque-là, il n'y a pas à se plaindre, il n'y a pas à polémiquer autour sur le retour de ces gens. Mais ce qu'il faut quand même relever, c'est que M. Classou ne pouvait pas former un gouvernement qui soit autre que ce que nous avons. Vous savez que quand on parle du gouvernement, on parle de l'harmonie, de la cohésion, de l'équipe. Donc M. Classou souffrait qu'il n'amène pas des gens avec qui il n'a pas la même longueur d'onde sur des sujets. Il a ramené ceux avec qui il s'entend et ceux avec qui il peut valablement traduire dans les faits la politique du chef de l'État. Je pense que c'est ce que nous, journalistes, en tout cas, la remarque que nous avons faite par rapport à la composition de ce gouvernement. Ildefonse? Non, mais moi, je ne suis pas totalement d'accord avec l'argumentaire du confrère Ibrahim. Je ne peux pas comprendre que si vous étiez à un poste donné et que vous avez mal géré, je parle des affaires publiques, des affaires d'un État, et qu'on a reconnu dans la gestion de cette affaire que vous étiez en train de gérer à l'époque, qu'il y a eu manquement grave ou faute grave, qu'on vous déplace de ce poste-là pour aller à un poste un peu plus élevé, alors que vous n'avez pas fait preuve d'exemple, vous pensez que c'est une bonne action, ça? Non, si entre-temps, on s'est corrigé, on s'est repris, on a fait une introspection, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas, en tout cas, pris la bonne option et qu'on se corrige. Je pense que quand on vous donne la seconde chance, c'est peut-être voilà. Je ne voudrais pas. C'est l'occasion de prouver que vous êtes quand même quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà. Donc c'est la deuxième chance. Considérons ça comme ça. Je ne voudrais pas que ça soit encore à un poste élevé. Les ministres, c'est des exemples. On dit ceux qui sont ministres doivent être les exemples de leurs administrés. Ils le seront cette fois-ci, je pense. On ne peut pas comprendre qu'antérieurement, il y a eu des actes mauvais que vous avez posés et qui font aujourd'hui dire aux gens qui vous regardent à la télé, mais regardez ce ministre qui avait volé là, quand il était encore directeur ou bien il était encore... Ce n'est pas un bon exemple. Pour comprendre encore des gens là dans le gouvernement. Non, ce ne sont pas de bons là, c'est pas prouvé qu'ils ont volé. Là, c'est pas prouvé qu'ils ont volé. Maintenant, au-delà de cela, il faut que nous arrivions à mettre un accent sur le thème rupture dont parlent les deux chefs de l'exécutif togolais. La rupture, je ne l'ai pas vue concrètement. Alors, parler de rupture, c'est avant tout montrer aux Togolais que ce que nous étions en train de faire à un moment donné n'est pas ce que nous voulons commencer ou bien continuer par faire. Et cette rupture, je ne l'ai pas vue dans les actes de M. Faure Gnassingbé. Je serais à la place de M. Faure Gnassingbé, à qui la loi fondamentale confère tous les pouvoirs, à qui la loi fondamentale fait obligation de respect, parce qu'il est le garant de cette loi fondamentale.
Je veux qu'ils me disent qu'il y a rupture en prenant le bon exemple de respecter l'article 145 de la Constitution togolaise qui dit le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale et les directeurs des administrations centrales et des entreprises publiques doivent faire devant la Cour suprême une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Je voudrais que cet exemple-là imprime pour qu'on nous dise qu'il y a eu rupture. Où est la rupture? Le chef de l'État a débuté son mandat présidentiel sans se conférer à cette loi-là, qui est une loi qui lui fait obligation. Où est la rupture? Où est la nouveauté? Voilà, Ibrahim. Idem pour le Premier ministre. Ibrahim. La nouveauté au Togo, c'est qu'il y a quand même une dépolitisation de la vie économique et l'administration publique de notre pays. Quand mon confrère dit qu'il y a une politisation dans la recherche de l'emploi ou bien dans l'accès à certains services dans notre pays, je dirais que non, parce que on lance des concours, même dans notre pays, des concours pour l'enrôlement dans la fonction publique, on ne demande pas la carte de partis politiques, la carte d'appartenance à un parti politique. C'est ouvert pour tous les Togolais et les Togolais de deux sexes sans discrimination. Et c'est pour cela que le Premier ministre parlait la dernière fois de l'inclusion économique. Ce que voudrait dire que le pays va travailler, le gouvernement va travailler de manière que les richesses soient équitablement redistribuées à l'ensemble des citoyens. Et c'est ce qui se fait. Les routes que nous avons aujourd'hui, les routes là ne sont pas construites uniquement que pour les militants du parti au pouvoir. Quand vous voyez les structures qui sont mises en place, quand on parle du FNFI, pour avoir accès à ces crédits, on ne vous demande pas de présenter vos cartes de militants de partis politiques. Idem pour tout ce que nous avons comme l'assurance maladie qui couvre l'ensemble des fonctionnaires de l'administration publique et des institutions parapubliques, et qui s'ouvre maintenant même au corps de métier. Actuellement, il y a les conducteurs de taxi-moto qui sont pris en compte par cette assurance maladie. Ouais. C'est sans discrimination. Ce qui voudrait dire que le Togo vient de très loin, nous le savons. Il y a eu des erreurs du passé, mais dans le contexte même du renouveau que le chef de l'État veut impulser à la nation togolaise, je pense que les lignes ont bougé. Les Togolais ne se rencontrent plus en champ de faïence. C'est des gens qui reviennent encore avec des histoires de nord-sud, d'appartenance à ici. Non, je pense que nous sommes tous des Togolais et il faut voir ceci dans un cadre beaucoup plus patriotique. Voilà. Il n'y a plus quand même de restrictions et personne n'oblige son prochain à faire quoi que ce soit parce qu'il vient de telle région ou bien c'est parce qu'il est de tel parti politique. Quand vous allez dans l'administration togolaise, vous allez voir des postes de responsabilité occupés par des militants d'un parti politique, qu'il soit de l'opposition ou de l'opposition constructive. Je pense que nous avons... On va rapidement avancer. On va avancer. Oui, on va avancer. Voilà, rapidement. Je voudrais que Ibrahim souffre que je dise que ceux qui doivent être les exemples des Togolais doivent respecter à la lettre la loi fondamentale togolaise. Primo. Deuxièmement, je voudrais que Ibrahim souffre encore que je dise que l'administration togolaise est politisée. Je ne le pense Et pas. j'ajoute que si nous le faisons, si nous le disons, cela a été le fruit des investigations, mais quand les grandes nations comme les États-Unis pondent des rapports sur le Togo et mettent l'accent là-dessus, ce qui veut dire que c'est une réalité que nous vivons. D'ailleurs, quand vous me parlez du discours du Premier ministre qui dit ci, qui dit ça, je suis très malheureux de dire aujourd'hui aux Togolais que ce que le Premier ministre a dit n'émane pas de lui. Lui-même, il a dit « Je ferai la vision du chef de l'État ». Ce qui veut dire que le Premier ministre n'est pas comptable dans ce qui a été dit. Et je m'explique. Vous avez entendu l'ancien Premier ministre, Aoumé, dire que la feuille de route qui lui avait été confiée, il l'a dépassée. Ce qui suppose que, au-delà de ce qu'il a dit devant les députés qui lui ont donné l'onction, comme on l'a dit tout à l'heure, quelque part, il y a eu également une autre feuille de route cachée.
Parce que s'il nous dit au terme de sa mission qu'il est allé au-delà même, de ce qui va là. Pendant tout le temps que devant les députés, il avait dit qu'il fera les réformes constitutionnelles et institutionnelles, les recommandations de la CVJR seront mises en œuvre et que tout cela n'a pas été fait. Et il nous dit maintenant qu'il a fait plus que ça. Dites-vous qu'il y a un problème. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous voyez M. Selom Klassou dire qu'il va le faire, est-ce que ce projet émane de lui? Parce que, à ce que je sache aujourd'hui, c'est que c'est le projet du candidat Faure Gnassingbé qui a été présenté aux députés. Voilà pourquoi j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à croire que tout ce qui a été dit là se fera, se traduira dans les faits, pour qu'on ne vienne pas nous dire au terme de sa mission aussi que, mais voilà, je n'ai pas pu faire ceci, mais la feuille de route qui m'a été confiée, je l'ai fait au-delà. Voilà. Ibrahim, on va un peu aller quand même, on va accorder quand même du crédit à cette nouvelle équipe gouvernementale. On va accorder du crédit afin qu'elle puisse vraiment relever le défi, les nombreux défis qui attendent le Togo. Mais j'aimerais un tout petit peu qu'on revienne sur la présentation de la politique générale du chef du gouvernement. Je vais parler de M. Selom Klassou qui était devant les députés en milieu de semaine. Il a décliné sa politique en 4 grands axes. Vous avez parlé carrément de l'économie, du développement de l'économie, de quelque chose d'inclusif là. Oui. Voilà. Mais vous avez quand même eu à suivre son développement, son argumentation devant les députés. Que direz-vous? Que dites-vous de manière générale? De manière générale, je dirais que ça répond, disons, à la vision de son président de la République, de notre président de la République, M. Faure Gnassingbé. Il est le président de tous les Togolais. Le président de tous les Togolais, je voulais dire le président de sa formation politique unie, voilà. Qui est sorti vainqueur des élections présidentielles d'avril dernier. Donc c'est pour dire que tout ce qu'il y a eu comme promesse électorale faite par le président Faure et tout ce qu'il a présenté comme projet de société et qui a requis en tout cas l'adhésion de la majorité des Togolais qui ont voté pour lui. Et c'est tout ce qu'il y a comme action que le Premier ministre voudrait traduire dans les faits. Voilà. Donc, comme vous le savez, c'est le vainqueur qui met en œuvre sa politique, son programme de société pour le bien-être de ses concitoyens. Donc, c'est ce que M. Klassou voudrait faire. Mais M. Klassou a aussi dit qu'il va poursuivre les chantiers. Ça voudrait dire qu'il y a déjà des choses qui ont été déjà faites. Voilà, il y a des bases qui ont été posées. Maintenant, il veut marcher sur ces chantiers, accélérer les choses, faire de telle sorte que les Togolais puissent se sentir Togolais, c'est-à-dire que puissent savoir qu'il y a un président qui pense à leur quotidien, qui pense à leur bien-être, et un président qui a de la vision, cette vision qui est d'amener le Togo vers l'émergence. Et c'est pourquoi, lorsqu'il parle de réforme économique et de l'intensification des grands travaux, c'est par rapport à la nouvelle donne que nous avons dans le pays. Voilà. On voudrait faire du Togo un pays modèle, dans tous les sens du mot modèle. C'est-à-dire qu'on voudrait que le Togo soit une destination prisée d'abord, un pays dans lequel les citoyens vont se sentir à l'aise, un pays dans lequel les citoyens vont avoir cet amour d'appartenir à une nation. Il y a aussi les réformes au point de vue socio et économique, et ça, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des services selon la vision du Premier ministre, des services et tout ce qu'il y a comme institution qui puisse amener le Togo, booster l'économie dans le pays et surtout amener le mieux-être plutôt des populations. Voilà. Il a aussi parlé des réformes du système de défense et de sécurité. Et sur ce point, nous pensons que c'est très important parce que vous savez que la sous-région ouest-africaine fait face plutôt à la menace terroriste, terroriste, la piraterie maritime, il y a tout ça là. Donc il faudrait quand même que le pays soit bien aguerri, que le pays s'apprête. On ne va pas attendre qu'il y ait une attaque, que des réseaux criminels inondent dans le pays avant qu'on ne prenne les dispositions. Donc je me dis que c'est en tout cas ces axes sont bien réfléchis et si le Premier ministre arrive, parce qu'il s'agit maintenant de voir s'il peut traduire dans les faits les axes-là qu'il a déclinés. Parce que c'est ça qui est important. Sinon, les beaux discours, c'est bien. Mais il faut maintenant voir s'il a les moyens. Et les moyens doivent provenir de son président de la République qui, normalement,
doit l'instruire. Donc nous osons bien croire que en déclinant ces axes, c'était vraiment de commun accord avec le président de la République. Mais voilà, la pomme de discorde aujourd'hui au sein de la classe sociopolitique togolaise, c'est la question des réformes. Il est revenu sur l'éternel problème des réformes. Il a promis les faire. Est-ce que c'est encore une déclaration intentionnelle ou ça va se traduire par des faits? Ildefonse? Oui, mais ce qui m'a ragaillardi tout à l'heure quand Ibrahim parlait, c'est que il a lâché une phrase. Il dit: est-ce qu'il peut traduire tout cela dans les faits? Et là également, je suis très sceptique parce que M. Selom Klassou a été nommé dans le même système que ses prédécesseurs. Et quand c'est le système et que c'est le même, j'ai des doutes, j'ai des craintes. Voilà pourquoi, à un moment donné tout à l'heure, je parlais d'un agenda qu'on avait présenté aux députés et d'un autre agenda caché quelque part. Et vous avez si bien dit tout à l'heure de l'aider à dire que si le chef de l'État le veut bien. Et j'ai essayé de dire tout à l'heure que ce n'est pas le programme de M. Klassou Selom, c'est le programme du chef de l'État. Et l'ancien Premier ministre l'a si bien dit: moi, je suis arrivé à faire ce qu'on a voulu que je fasse. Et si vous voyez le bilan de M. Selom, de M. Aoumé, vous devez vous rendre compte qu'il s'est bataillé juste pour 2 élections. D'abord en 2013, pour les législatives, où il est arrivé à aider le parti au pouvoir à avoir la majorité. Et la dernière fois, à remettre sur scène M. Faure Gnassingbé. Quel a été son rôle dans la réélection du président? Quel président? Le chef de l'État. Oui. Mais le chef de l'État, il est heureux de revenir. Puisque, non, je parle il n'est pas membre de la CENI pour qu'on dise qu'il était vraiment à la cuisine. Vous l'avez entendu? J'ai encore à la mémoire ces phrases-là qu'il avait présentées la dernière fois au cours de la passation de témoins, où il était très heureux de dire que nous avons organisé des élections, on a fait ceci. Et puis, chose grave, quand aujourd'hui, M. Selom axe sa politique sur le social, et que dans le même temps, celui qui part dit qu'il n'y a pas de crise sociale, il y a contradiction. Vous voyez que... Et c'est là qu'il faut avoir peur de ce que c'est le même système. Et en partant, l'ancien a essayé de mettre à nu le système RPT, le système RPT uni. Il dit, les gens viendront chez vous, ils vont vous sourire dans votre bureau. Dès qu'ils vous tournent le dos, ils vont vous calomnier, ils vont vous dire, ils vont raconter tant de trucs sur vous. Mais c'est un homme d'État, il doit s'attendre à tous ces coups. Mais pourquoi aujourd'hui il est offusqué? Pourquoi? Donc ce qui veut dire que, d'abord, il faut faire remarquer que ce programme-là n'est pas le programme de Selom Klassou, et que c'est le programme de M. Faure Gnassingbé, et que c'est ce que M. Faure Gnassingbé dira à M. Klassou qu'il fera. D'ailleurs, avec la modification de la Constitution d'octobre 1992, le Premier ministre n'a plus de prérogatives en tant que tel. Et les confrères journalistes se mettent à l'appeler le coursier du chef de l'État. Je crois que c'est ce qui est de mise aujourd'hui. Et s'il doit réussir, il doit avoir une posture. Il doit essayer de mettre fin à tout ce qui se passe là, dont a fait montre l'ancien Premier ministre. Il a mis sur la place publique. Il faut qu'il ait une posture de tenir aussi tête quelquefois au chef de l'État pour lui dire que, mais monsieur le chef de l'État, vous avez promis au peuple que vous devez faire ci, vous devez faire ça, mais vous ne l'avez pas fait. Mais si tel n'est pas le cas, je suis sûr que ce projet-là, qui n'émane pas de lui et qu'il a essayé de présenter à son corps défendant aux députés, tombera à l'eau. Ibrahim? Non, et je pense qu'il a rappelé certains propos de M. Aoumé Zounou et il se base sur ces propos pour manifester son scepticisme par rapport à la capacité de M. Klassou à pouvoir traduire dans les faits la politique du chef de l'État. Mais comme vous le savez, dans le raisonnement rigoureux, quand une personne tient des propos, il faut arriver à détecter si c'est un raisonnement passionné, si c'est un raisonnement
aussi, comme on le dit, cartésien. Mais ici, vous le classez dans quelle catégorie? Je suis par rapport à la physionomie et au visage présenté par M. Aoumezouno le jour de la passation de service, ça nous renvoie peut-être à une image d'un monsieur qui est aigri. Et quand on est aigri, c'est que on développe des choses qui ne sont pas, en tout cas, en concordance avec la réalité. C'est-à-dire qu'on cherche à se défendre. Voilà. Et là, ça devient un raisonnement d'un passionné. C'est-à-dire un raisonnement illogique, mais passionné. Et sur ce plan, vous allez voir que M. Aoumezouno a tenu des propos à l'encontre même de la presse. Il s'en est pris à la presse. Heureusement que M. Classou a pris de la hauteur et l'a rehaussé le débat en ne parlant pas de la presse en termes de médisance, mais en disant que nous faisons du bon travail et que avec lui, il va relancer les chantiers pour que la presse fasse du bon travail. Quand il dit que les gens viendront vous présenter de belles dents, ils vont sourire avec vous, mais après ils vont faire autre chose. M. Aoumezouno vient d'une formation politique. Il est issu d'un cadre que tout le monde connaît. Si ses amis d'hier ne veulent plus de lui parce qu'il est venu, comme on le dit, à la mangeoire, mais c'est tant mieux. Ça, c'est sa cuisine interne qui ne vienne pas infester le bon vivre ensemble qui se trouve, qu'on a construit sous Humbo, sous Mali et sous Agboyubo à la primature. Donc, souffrez que je dise que c'était un propos de quelqu'un qui était passionné, mais qui n'est pas forcément en adéquation avec la réalité. Maintenant, quand nous allons revenir sur les transformations, sur le projet de société, il faut retenir, et je pense que nous sommes des journalistes, nous sommes des observateurs avisés, nous devons toujours partir sur un fait. M. Faure Gnassingbé a été élu en tant que président de la République sur la base d'un programme de société. Ce qui voudrait dire que la majorité des Togolais... Présenté au Togo, qui ne maîtrisent pas. On ne vote pas au Togo. Vous n'allez pas dire que c'est des sauvages qui sont allés... On sait comment ça se passe. C'est des hommes qui sont allés voter. C'est des hommes qui sont allés voter. Et tout ce que vous avez vu dans les hameaux les plus reculés, dans les villes, dans les bas de campagne pour M. Faure Gnassingbé, ne sont pas allés seulement faire... Ce n'était pas des promesses, des règles... Non, ce n'est pas du carnaval qu'ils organisaient. Des déclarations intentionnelles. Non, c'était pas des déclarations. Disons qu'ils expliquaient le programme de société de M. Faure Gnassingbé. Il y a certains militants ou il y a certaines sociétés que la majorité des Togolais a voté pour Faure. Donc vous convenez avec moi que ce qui doit être fait actuellement, les populations disent que chaque année ou chaque 5 ans ils viennent promettre des mêmes choses qu'ils ne font jamais. Mais c'est cette population dont vous parlez, peut-être c'est votre voisinage. Peut-être qu'ils n'ont pas voté pour Faure. Mais souffrez que je puisse vous dire que la grande majorité des Togolais a voté pour Faure Gnassingbé. Et quand vous sillonnez un peu le Togo, il y a des personnes qui vous causent, il y a des réalités qu'on touche du doigt. Et il se plaint. Par exemple, un homme politique, je parle de l'opposition, tout comme du parti au pouvoir, c'est toujours des déclarations intentionnelles, on a l'impression. Non, ce ne sont pas des déclarations intentionnelles. Pourquoi je l'ai dit? Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce programme de société, mais il y a des formations politiques qui ont appelé à l'abstention, à ne pas aller voter même, au boycott de ces élections. Mais on en a vu. Est-ce qu'au Togo, on vote le programme politique? On vote le programme de société. Sans le vote. Quoi qu'on dise, on vote le programme de société. Et tous ceux qui vont battre campagne pour le compte des candidats essaient d'expliquer la quintessence même des politiques, des programmes de société que leurs candidats déploient et déroulent. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Nous étions, lors de cette campagne, je couvrais une campagne électorale. Et j'ai rencontré des paysans qui nous disaient qu'est-ce qu'on a dit là-bas concernant l'agriculture. Et il y a un monsieur qui faisait partie d'un groupe de campagne qui disait que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, c'était une campagne de UNIR, a dit par rapport à l'agriculture qu'il y aura des projets qui seront développés, il y aura des actions qui seront faites pour assurer la sécurité alimentaire et que le Togo va tendre vers l'agriculture industrielle, c'est-à-dire que le pharma, le paysan togolais va avoir des capacités par des mécanismes qui seront mis en place par le Togo pour devenir un vrai agriculteur, un producteur et en même temps quelqu'un qui aura les capacités un entrepreneur rural, quelqu'un qui aura la capacité de négocier les marchés et en même temps de penser à la commercialisation de tout ce qu'il produit. Voilà des sujets qui
qui font partie ce sont les mêmes du paysans programme et qui font que cela en tout cas a rencontré l'adhésion de cette population et la majorité des Togolais a voté pour M. Faure Gnassingbé. Au-delà de toutes les polémiques nées à la CENI, nous nous fions aux résultats officiels communiqués par une institution reconnue comme telle qui doit proclamer les résultats des élections. Et défense? Oui, seulement que je voudrais faire savoir à Ibrahim que les investigations ont montré que en Afrique, la plupart de ces États-là, lorsqu'il est question d'élections présidentielles, que les peuples ne votent pas les projets de société des candidats. J'ai encore le document. À plus forte raison, je ne peux pas dire que ce qui s'est passé dans mon pays en avril dernier, qui a fait, comme tu le dis maintenant, que c'est sur la base du projet de société que la grande majorité des Togolais ont voté pour celui-là qui est aujourd'hui chef de l'État. Je dirais non. Non, pour la simple raison qu'on n'a pas eu le temps d'expliquer ce livre-là comme cela se doit aux paysans dans les villages, dans les villes, dans les hameaux les plus reculés, pour qu'ils soient tellement imprégnés. Nous ne sommes pas en Occident, mais en Afrique, pardon. Tout ce qui se fait, et que moi je sais, surtout dans mon pays, le Togo, lors de cette période électorale, c'est l'achat de conscience à haute dose. Et en avril dernier, on a vu l'exemple. Tous ces gadgets qui ont été offerts, des sacs de riz, des téléphones mobiles, et que dis-je encore, qui ont eu des impacts sur les populations. C'est tout cela qu'on a tendu aux populations. Et non, un projet de société, je suis désolé. Les investigations l'ont montré. J'ai parlé de l'Afrique et plus précisément de mon pays, le Togo. Et les réalités ont montré que même si une institution comme la CENI nous a servi un résultat, vous et moi, nous sommes des leaders d'opinion. Nous savons très bien ce qui s'est passé à la CENI. Nous savons très bien qu'au moment où on convoquait une réunion de la plénière qui décide de tout, que le même président qui doit diriger la réunion se trouvait sur un plateau et qui donnait les résultats. Quels résultats? Des résultats qui n'ont pas été validés par la plénière. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis parmi ce groupe de contestataires, parce que les choses n'ont pas été faites dans les normes, selon les lois. Maintenant, tout à l'heure, quand on parlait du discours-programme du chef de l'exécutif, je veux nommer le PM, Ibrahim a fait allusion à l'économie. On veut fructifier. J'ai dit tout à l'heure que cela n'est pas possible avec des corrompus. Vous avez des gens qui sont dans le gouvernement, je le rappelle encore, qui ont donné de mauvais exemples. Maintenant, pour insuffler l'économie, je crois que cela doit être une obligation à ceux-là qui, aujourd'hui, ont la manette du poumon togolais, de faire des États, parler aux populations. Comment vous gérez? Moi, j'ai jamais, depuis que je suis né, j'ai jamais vu un ministre des Finances et de l'économie vient faire l'état de l'économie togolaise. Jamais. La rupture dont on parle aujourd'hui doit prendre en compte tout cela. La rupture doit prendre en compte le respect de la parole donnée. La rupture doit prendre en compte le fait qu'on respecte les droits de l'homme. La rupture doit prendre en compte le fait que même si tu es opposant, que tu sois nommé à un poste de responsabilité. Je suis désolé, hein, j'ai fait des États africains. Le dernier, c'est le Bénin. Mais j'ai été éberlué et j'ai versé des larmes des fois quand j'ai vu des maires
qui sont opposants, qui critiquent l'action gouvernementale. J'ai jamais vu au Togo. Tu peux être maire, tu peux être... Mais c'est pas au fait qu'il y a la décentralisation là-bas, elle est effective, la décentralisation, c'est pas le cas ici. Au Togo, maire au Togo, et critiquer l'action du gouvernement. Mais c'est tout cela qu'il faut mettre dans la rupture et essayer de dépolitiser une fois encore l'administration. Voilà. Classou Selom, le Premier ministre togolais, parlait de décentralisation. Cette décentralisation va passer par l'élection, la décentralisation de l'administration. On pourra même peut-être aussi parler des élections locales qui sont vraiment très, très importantes. Oui, évidemment. Et quand on parle de la décentralisation, c'est vrai qu'avec l'apparition de ce concept à l'arrivée de M. Fogna Singbe, nous avons beaucoup fondé espoir que la question de décentralisation sera vraiment une des priorités de l'action gouvernementale. Mais on s'est rendu compte que les tout premiers ministres qui sont passés par le ministère de l'administration territoriale ont tourné en rond. Ils n'ont pas eu un bon résultat. Voyons vraiment ce courage de le dire. En matière de décentralisation, rien n'a été fait. Puisque s'il y avait eu un débat autour de la chose, aujourd'hui on n'allait plus traîner avec ces délégations spéciales, ces retraités-là, ces vieux retraités, ou bien ces partisans d'un parti politique qu'on a voulu récompenser. Ils ont été bombardés, délégations spéciales, et faisant office de maire dans les localités. Vous savez que dans le cadre de la coopération décentralisée, ce n'est pas aussi bienséant quand même de traiter avec des gens qui ont été nommés, parce qu'on parle des élus du peuple, donc il faudrait que ces maires que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire ces présidents des délégations spéciales, soient l'incarnation de la population, de la volonté des citoyens de leur localité, c'est-à-dire que des populations de leur localité. Il faudrait quand même qu'il y ait des élections locales pour qu'on ait des gens qu'on puisse appeler véritablement des maires, des gens qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent penser le développement de leur milieu, des gens qui peuvent aussi contracter, comme pourquoi pas des accords avec dans le système de jumelage avec des villes en Occident, ou bien même contacter des institutions internationales et pouvoir voir dans quelle mesure on peut traduire dans les faits des projets qui puissent amener à l'épanouissement et au développement de leur milieu. Mais je vais revenir sur un petit fait par rapport à ce que a dit mon confrère Ildefonse par rapport à l'électorat togolais qui trouve être entre griffes idiot, parce que idiot en ce sens que ils ne votent pas le programme de société, mais on vient seulement leur distribuer des gaziers. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut parler d'idiot? Non, oui, pas bien d'idiot, sûr, parce que mais pourquoi, quand on parle d'un idiot, on dit idiot, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire le discernement. Ça voudrait dire que les gens votent parce qu'on leur a donné une bichette d'allumettes ou bien un t-shirt. Non, je ne pense pas que nous soyons dans ce cas. Les Togolais méritent beaucoup plus de respect. Les Togolais sont éveillés. C'est des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est des gens qui sont témoins des mutations dans notre pays. Il y a une partie qui vote pour non, il n'y a même pas le vote identitaire au Togo. Je suis surpris que mon confrère puisse dire cela. Il n'y a pas le vote identitaire. Les gens ne votent pas parce qu'ils appartiennent à une région. Si tel est le cas, la démocratie, les statistiques en matière de démographie... C'est le cas, on a l'impression qu'il y a un vote identitaire au Togo, mais quand nous prenons le dernier résultat, prenez les résultats. Oui. Prenez les résultats de la dernière élection présidentielle. Oui. Vous allez voir que ce que vous êtes en train de défendre là n'est pas défendable. C'est défendable, monsieur Ildefonse. Et puis, je ne dis pas que le peuple togolais est idiot, mais je dis qu'on est en train de surfer sur la souffrance. Maintenant, je vais te dire les choses. Donc pour vous, quand on donne un t-shirt à une personne, c'est fini, on a résolu ce problème vitaux? Malheureusement, c'est ce qui se passe au Togo. Non, je ne suis pas sûr. Les gens sont suffisamment intelligents dans ce Ibrahim, pays. Est-ce que c'est pas peut-être tous les Togolais? C'est pas peut-être tous les Togolais qui font. C'est pas tous les Togolais qui fonctionnent. Nous avons rencontré des gens, même les ruraux, au fin fond du pays. Permettez-moi en tout cas de donner cet exemple. Dans la zone septentrionale, nous avons rencontré des paysans qui ont refusé de prendre des gaziers. Ils ont dit... il y a eu gadget. Oui, qui ont dit... Il y a eu gadget. C'est normal dans toute élection. Non, mais dans toute élection, que ce soit avec tous les candidats, nous avons vu des gadgets. Voilà. Avec tous les candidats, nous avons vu des gaziers. Est-ce que quand nous prenons par exemple... Les candidats ont donné du maïs. Je ne sais pas. Si un proche parent te donne un sac de riz, cela ne voudrait pas dire qu'il est en train d'acheter ta conscience. Et de deux, quand tu votes parce qu'on t'a donné un sac de riz, c'est là où nous disons que là, mais la personne même n'a pas un esprit de discernement. On ne peut pas voter parce qu'on l'a donné un sac de riz. Et après le vote,
Mais c'est malheureusement. On viendra encore vous donner les sacs de riz. Donc, c'est pour vous dire que l'électorat togolais, ce ne sont pas des idiots, c'est des gens qui réfléchissent. Moi, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Non, oui, peut-être que j'ai été, je suis allé un peu trop loin en disant idiot. Ça, je m'excuse et monsieur Idelphonse, je ne suis pas là pour traverser vos pensées. Non, ce que vous avez dit, c'est Idelphonse, mais reconnaissons que les Togolais sont suffisamment mûrs. Le Togo d'il y a une seule question, la population togolaise, à l'heure du numérique, quand nous prenons par exemple les résultats et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Quand nous prenons les résultats de Daparon, c'est un vote identitaire. Non, il n'y a pas eu vote identitaire. Pourquoi? Non, ce n'est pas un vote à la russe. Parce qu'il n'y a pas eu dans une circonscription électorale 98% ou bien 99,9%. C'est quand il y a 99,9% qu'il y a le vote identitaire. Voilà, on va fermer rapidement ce sujet. On va le fermer. On va le fermer. Je vais terminer rapidement parce que je vais terminer un point. On a encore le sujet à aborder. Les statistiques en matière de démographie nous ont démontré que la région sud du pays est hyper peuplée, tu le sais très bien. Oui, nous avons lu. Donc si on devait voter, elle est favorable à l'opposition. Si on devait voter de façon identitaire, c'est que tu comprends ce que je voudrais dire. Elle est favorable à l'opposition. C'est ce qu'on nous a fait croire, que c'est le fief de l'opposition. Et donc s'il fallait procéder à un vote identitaire, c'était clair que tu comprends. Or, dans ce cas précis, ce n'est pas ça. Il n'y a pas eu vote identitaire. Les gens ont voté en leur âme et conscience. Et les gens ont voté parce qu'ils ont vu beaucoup de choses, des mutations dans le pays. Et ils ont fait confiance à un candidat qui est en train d'amorcer. On va rapidement avancer. Je vais proposer d'avancer. Oui, allons-y. Rapidement, dernière réaction, rapidement sur ce sujet. Rapidement. Permets-moi de dire ceci à Ibrahim par rapport au sujet sur la décentralisation. Vous savez qu'il y a 2 ans ou 3 ans, c'est sorti de la bouche de M. Faure-Gnassingbé qu'il y aura des élections locales. Que s'est-il passé? Mais chose grave, M. Bawara est revenu là-dessus. Que s'est-il passé? Il disait que la page des réformes était terminée. Non, mais j'en viens là. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est des paroles comme ça qu'on lance et que le reste, le suivi, n'est pas ce qu'on a dit, c'est-à-dire que on a envie de dire aux Togolais, vous voulez ça, non? Parce que on a fait infiltrer des agents de renseignement pour écouter, pour surfer un peu sur la mentalité des Togolais. Dire, mais les Togolais, ils veulent maintenant que la mairie soit une émanation du peuple. Donc il faut leur dire seulement que dans quelques jours là, il y aura les élections locales. Mais que s'est-il passé il y a bientôt 3 ans des élections dont M. Faure a parlé n'ont jamais eu lieu? C'est la grande question. Voilà pourquoi je reviens encore sur le fait que M. Selom Klassou, s'il est encore avec ce système-là, il ne réussira pas. Mais chose grave. Tout à l'heure, tu m'as posé la question, mais ça m'a effleuré. Par rapport à la composition du gouvernement togolais, où on parlait des super ministres, des ministres inamovibles, mais j'ai été très éberlué jusqu'aujourd'hui d'entendre M. Bawara dire que la page des réformes est tournée. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais fait les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ce qui veut dire que il y a des gens, quand ils parlent, c'est parce que quelque part là, ils sont restés avec peut-être le premier Togolais, celui-là qui a la manette de l'État. Et comme lui-même, il n'a pas l'habitude de parler, parce que je l'ai entendu lors de la campagne électorale à Go, il a dit « Nous vignon, nous bon nous virer ». 2 minutes, c'est-à-dire, chers amis, taisez-vous un peu, vous savez très bien que je ne parle que peu. 2 minutes. Alors, il ne parle pas, et pour l'entendre, il faut l'entendre à travers certains de ses ministres. C'est ce qui est grave. Mais quand nous avons un pays comme ça, mais vous ne pensez pas que la gouvernance a des problèmes? C'est ce qui est grave. Qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui que la décentralisation n'a pas été matérialisée? Dites-nous. On va quand même fermer ce chapitre, même s'il est intéressant. Peut-être qu'on aura le temps de revenir. Oui, sauf qu'il faut dire à M. Idelphonse que chaque président, chaque homme a son style. Il y a des gens qui n'aiment pas. Voilà, on a plus le temps. On va quand même aborder ce dernier sujet. Et aussi, il ne faudrait pas qu'ils nous disent que lorsque M. Bawara parle, c'est qu'il parle au nom du chef de l'État. On va avancer. Et s'il y a des propositions, Ibrahim, on n'a plus de temps.
ça n'engage que ce militant zélé qui tient des propos et cela n'engage pas les chefs de l'État. On va aborder ce dernier sujet. Il ne nous reste que 2 ou 3 minutes quand même. On va faire un dernier tour de table par rapport à cet incident survenu à Tablibo. Je vais parler de l'incident survenu à l'usine de production de ciment de Ouassem. On a pris, avec beaucoup de tristesse, ce qui s'est passé. On a déploré la mort de 5 personnes, dont une nationalité indienne. Les circonstances de ce drame ont été expliquées par le ministre de la Sécurité. Mais Ibrahim, déjà, c'est pas la première fois qu'on entend parler des conditions même de travail des ouvriers de Ouassem. Oui, avant de venir sur les conditions de travail de ces ouvriers au niveau des structures de ces sociétés industries que nous avons dans notre pays, et en tant que Togolais, vous savez que quand on perd un concitoyen ou bien un citoyen, c'est vraiment, ça fait beaucoup de la peine et nous présentons nos condoléances vraiment à la famille éplorée et surtout nos compassions aussi pour les blessés. Et revenant un peu sur le problème de Ouassem, il faut dire que j'ai l'impression comme il y a un laisser-aller total dans ces structures au point de vue sécuritaire, parce que nous avons des inspecteurs de travail et de l'ordre social qui sont censés aller vérifier les installations, voir les conditions dans lesquelles les ouvriers travaillent et l'ergonomie même du poste. Je pense que ça doit amener, ça doit normalement être fait, pas au quotidien, mais de façon, en tout cas, avec une fréquence, de manière à ce que les industries qui ne sont pas en conformité avec ce qui est exigé, le minimum de sécurité qui est exigé dans l'entreprise, pour que ces entreprises-là, ces sociétés s'y adaptent. Mais ce qui s'est passé la dernière fois, nous pouvons dire que c'est une erreur humaine, parce qu'on ne peut pas comprendre quand même que sur une citerne censée contenir du fuel, du combustible, qu'on puisse approcher le chalumeau. Même je me dis que, en tout cas, il faut être tombé sur la tête pour concevoir une chose pareille. Donc, il y a eu laisser aller une nonchalance à un niveau donné, et le technicien même qui a autorisé que le travail se fasse ainsi, et je pense que lui-même, il a failli. Il a failli. Il fait partie des victimes. Il fait partie des victimes. Voilà, et c'est dommage. C'est dommage. Et il faudrait quand même que l'incident de Ouassem serve en même temps de leçon à toutes les structures. Et on n'a pas que la seule cimenterie, il y a assez de cimenteries, que les gens prennent des dispositions pour que ces drames ne surviennent plus. Et surtout au niveau des autorités publiques, qu'il y ait quand même un suivi régulier de ces structures, parce que toutes les entreprises et les sociétés qui fonctionnent sous le régime de zone franche, sincèrement, c'est une pagaille qui est orchestrée là-bas. Les ouvriers sont manœuvrés, il n'y a pas quand même le respect, même je sais pas, le minimum de respect accordé aux ouvriers. Vous savez, nos sœurs se plaignent dans les structures de fabrication de mèches. Nos sœurs se plaignent toujours dans les structures de droits de l'homme. Tous ceux que nos frères qui ont eu la chance d'aller là-bas disent que c'est la misère. Donc, il faudrait que l'État soit beaucoup plus regardant par rapport au traitement qui se déroule là-bas, et surtout faire de telle sorte que les Togolais qui trouvent un petit job puissent s'assurer que ce petit job peut lui donner du sourire, peut l'amener à nourrir sa famille. Je pense que ça, c'est très important. Et pour terminer, il faut dire que nous saluons la démarche des parlementaires qui ont fait le déplacement. Ils ont rencontré les dirigeants, les responsables de cette usine. Ils ont fait des doléances. Ils ont demandé à ce que cette société, les responsables de cette société prennent certaines mesures d'urgence pour pouvoir amener la famille des éplorés et la famille des victimes, non pas une indemnisation, mais pour pouvoir maintenir le cap. Parce que quelqu'un qui fonctionne, vous savez qu'il a plusieurs derrière lui. On va aller rapidement, Delphonse, on en a plus rapidement sur un dernier commentaire sur non, mais moi, j'ai été très malheureux de constater que c'est après le drame que le ministre Bawara a dit qu'ils vont prendre les dispositions qu'il faut pour la sécurisation et puis pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Le drame est déjà passé et je crois que le gouvernement a la pleine responsabilité de faire ce qu'il y a lieu de faire pour éviter ce genre de choses. Parce que cette histoire de Ouassem ne date pas d'aujourd'hui.
Et c'est après le drame là qu'on dit qu'on veut voir tout. Voilà. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que nous étions avec Idelphonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe, et Adja Ibrahim, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci également à la maison, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, même chaîne, pour